Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous recevoir. Pour cette fois, vous êtes deux invités. C'est une première pour moi et je suis ravie de vous avoir. Alexia, Olivier, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. On démarre comme d'habitude. Une petite présentation. Qui vous êtes? Quel est votre parcours? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Racontez-moi tout. Alexia? Alors, moi, je viens du Venezuela. Je ne suis pas française. C'est pour ça que j'ai un petit accent. Par contre, ça fait très longtemps que j'habite ici en France. Je suis venue ici en France parce que j'ai eu plusieurs vies avant de faire du commerce international et du management. Donc, en fait, j'étais venue ici parce que j'étais musicienne. Je faisais de l'alto, qui est un instrument de musique classique. Ça se ressemble à un violon, un peu, de vue. Donc, j'étais venue à Paris faire mes études au conservatoire, à rayonnement à Paris. Donc, je suis restée longtemps. T'es arrivée à quel âge? Alors, j'avais 13 ans. J'allais faire 14 ans. Donc, j'étais assez jeune. J'ai continué ma scolarité ici en France, ce qui était un peu compliqué quand même au début parce que je suis passée d'un lycée où on parlait espagnol, où on faisait tout en espagnol et même la littérature, tout était en espagnol. Et d'un coup, je me retrouve à Paris, il faut que je fasse tout en français, mais c'est pas non plus le français qu'on parle pour aller en vacances, c'est quand même un français assez littéraire. Quand on doit lire du Balzac, Voltaire, c'est autre chose. Ouais, donc c'est un peu compliqué au début. Mais après, ça s'est très bien passé, au point qu'au début, il fallait que je reste qu'1 an, et ça m'a tellement plu qu'en fait, au final, je suis là. J'ai 31 ans, et maintenant, j'habite en France. Donc, en fait, j'ai commencé mon parcours avec la musique classique. Ensuite, j'ai décidé, en fait, de faire des études en commerce international, trilingue, anglais, espagnol, français. Je suis restée à Paris, mais j'ai quand même vécu dans d'autres pays, à Berlin notamment. D'accord. J'étais restée à peu près 1 an à Berlin. Et maintenant, je suis revenue ici en France. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Olivier, avec qui on est associés dans une société qui s'appelle Climatopolis Smart Cities. Et maintenant, dans Monoméris. Et là, c'est pas du tout dans la musique classique ou la culture, mais c'est plutôt dans le développement des technologies pour l'environnement. Ok. On va y revenir juste après. Mais déjà, beau parcours. Merci. Tu as que 31 ans et tu as, comme tu l'as dit, déjà plein de vie en toi. Et toujours très impressionnée de recevoir des musiciens. Je trouve que ça donne tout de suite une aura particulière, je trouve. Olivier, c'est à toi. 31 ans également. Exactement, depuis quelques jours. Bon, moi, ça fait moins rêver mon parcours. Je ne suis pas un artiste ni musicien. Moi, je suis financier à la base. Voilà, j'avais fait des études en finance il y a longtemps. Et puis, après avoir été directeur financier dans différentes structures pendant plusieurs années, je suis passé de la PME à la start-up et au grand groupe. J'ai eu l'opportunité, en fait, de créer mon propre LBO. Okay. En fait, où j'ai fait, c'était en 2000, j'avais 29 ans, 30 ans, c'était en 2002, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai fait une levée de fonds de 80 millions d'euros pour, avec évidemment des cofondateurs, des co-associés. Et de ce fait, on a fait un build-up sur le milieu, sur le marché de l'industrie médicale. Okay. C'est-à-dire, on a racheté cette société en Europe dans le domaine, dans les industries fabrication de matelas anti-escar, de lits médicalisés, de lèvres malades. Enfin voilà, comme je dis, ça fait pas trop rêver. Non, mais un sacré marché. Mais c'est utile. Et un sacré marché. Et un sacré marché, surtout dans une population vieillissante. Ouais. C'était une belle opportunité, un beau développement. Une belle aventure aussi, parce qu'on est passé de quelques salariés à plus de 700 en 3 ans. Donc, ça a été une belle aventure, riche en expérience, en rencontres. J'ai bien le croire. Et avec une vision européenne, internationale. Bon, ça a été un peu le parcours du combattant aussi, puisque j'étais jeune. J'avais pas de track record, comme on dit. Et donc, j'ai fait tous les fonds, je crois, d'investissement en France où j'ai suivi que des refus. Et finalement, c'est à Londres, premier rendez-vous, première validation, et puis l'aventure a été lancée. Et ensuite, quand j'ai cédé mes parts quelques années après, j'ai soit essayé de racheter des sociétés dont les dirigeants partaient à la retraite. Bon, j'ai essayé dans deux cas, ça n'a pas fonctionné, on n'est pas tombé d'accord sur le prix.
C'est souvent ça le Ouais, problème. tout à fait, oui, oui, oui. C'est-à-dire que souvent, les cédants qui veulent prendre la retraite, ils cèdent leur entreprise, ils pensent que C'est leur bébé, hein, monde, donc... c'est leur bébé. Et voilà, et nous, on est juste limité à des valeurs bilancielles Bien sûr. et de business, donc ça s'est pas fait. Du coup, j'ai eu l'opportunité de contribuer à développer des startups D'accord. dans les domaines de l'environnement. Voilà. Parce que j'avais monté une structure pour accompagner et accélérer des startups avec voilà, un savoir-faire que j'avais acquis durant mon expérience en termes de management, en termes de défiscalisation, de financement, de levée de fonds. Et puis j'ai une startup que j'accompagnais, il m'a proposé de lui racheter des parts et de prendre la direction de la société. Et là, ça a été aussi une belle aventure parce que non seulement ça m'a permis de développer une conscience environnementale, c'était dans les années 2010. J'ai contribué notamment à lancer le pellet en France avec d'autres structures, d'autres sociétés. Et nous, on faisait de la micro-cogénération pour produire de l'électricité avec la biomasse, ce pellet qui était issu des déchets de bois ou des déchets des scieries notamment, et donc de le transformer en énergie. On était au tout début de cette aventure, et aujourd'hui, maintenant, c'est traditionnel d'acheter un poêle à pellet. Bien sûr, ça s'est bien sûr. démocratisé, j'en suis heureux, parce que j'ai un peu contribué à lancer cela en France. Et donc, j'ai aussi créé une autre start-up dans le domaine de la chimie verte, de l'éco-extraction végétale, pour extraire des principes actifs, donc d'origine végétale, pour du médical ou pour des cosmétiques également. Donc c'était aussi très intéressant. Et c'est là où j'en suis venu à réfléchir sur me dire, tiens, pourquoi pas aussi créer ma propre structure, mais d'accompagnement vraiment de start-up dans le domaine green tech. Ouais. Voilà, vraiment, parce que ça y est, j'ai acquis de l'expérience, je peux en accompagner d'autres. Oui. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et j'ai cherché des personnes qui étaient spécialisées, des associés avec moi dans certains domaines de l'environnement ou ayant une appétence sur ces domaines-là. C'est là où j'ai rencontré Alexia, j'ai rencontré d'autres associés, un qui est un architecte connu dans Duccio Cardelli, qui lui, il a eu plusieurs grands prix en Chine, par exemple, sur des Smart City Green. Donc, on a, d'autres sont plus spécialisés dans les énergies renouvelables ou dans les biomatériaux. Donc, on est une petite équipe qui sommes fédérés autour des valeurs de l'environnement. Et donc, c'est là où on a rencontré le fonds d'investissement Team for the Planet, qui est un fonds à impact, qui est l'investisseur dans Monoméris. Et c'était l'opportunité de rejoindre cette entreprise en tant qu'investisseur et associé avec Alexia et aussi dirigeant de la société pour accompagner le fondateur qui était passé depuis 5 ans, il faisait de la R&D. Et nous, on l'a accompagné par rapport à notre savoir-faire. De mon côté, plutôt sur la partie industrialisation et Alexia sur le commerce international. Ok. Voilà. Donc chacun apportant son domaine de compétences autour de ce projet-là. Oui, c'est ça. Donc, si je reprends ton parcours, Olivier, est-ce que l'environnement arrive un peu par opportunisme, j'ai envie de dire, à un moment et après, j'ai envie de dire, t'es tombé dedans et tu t'es dit, c'est une cause pour laquelle je vais continuer et impacter? Alors, c'est pas le hasard, parce que c'est vrai que j'ai toujours vécu quand même dans une famille bienveillante sur le côté environnemental, avec un père qui était enseignant, mais un passionné de la science, et de la science autour de l'environnement, et une mère qui était femme au foyer, mais qui bossait beaucoup, parce qu'elle avait un grand jardin, et elle faisait plutôt, c'était les prémices de la permaculture à l'époque. D'accord. Donc j'ai toujours été baigné dans ce milieu un petit peu où fallait faire du bio, il fallait ne pas trop mettre de produits chimiques, il fallait respecter l'environnement, mais aussi baigner dans la science, même si je ne suis pas scientifique. J'ai quand même un père qui m'a bien sensibilisé à cela. D'accord. Et où j'ai lu beaucoup de livres justement dans le domaine de la science, ou même de la science-fiction. Et quand je repense, par exemple, où j'ai un projet en Slovénie sur du vertical farming, qui permet en fait de produire avec un bon rendement des denrées alimentaires pour éviter de les importer. Et ça permet d'éviter de consommer, on économise à peu près 80% d'eau. Ah ouais. Et le stress hydrique est un gros problème en Bien France. sûr. Et souvent, ces fermes verticales sont plutôt semi-robotisées avec des drones.
Et je revois encore des livres de science-fiction que je lisais quand j'étais jeune avec mon père, où j'avais une serre en face de ma maison et je l'imaginais robotisée parce que c'était dans le rêve d'enfant de 12-13 ans. Et quand je vois aujourd'hui que ça existe, je me dis, tiens, certains rêves se réalisent. Se réalisent pour de vrai, même si je ne suis pas à l'initiative, mais j'en suis quand même une des personnes qui va essayer de prescrire en fait ce type de technologie parce que là on travaille avec le gouvernement slovène par exemple sur ce sujet parce que ça fait partie de la conscience environnementale qu'il faut avoir parce que on va avoir de moins en moins d'eau, on est de plus en plus nombreux sur la planète. Bien sûr, non, mais la liste est très longue. Hein. La liste est très longue, mais si on veut voilà, si on veut faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver dans ce monde complexe, et notamment manger et boire normalement, il y a des technologies qui arrivent, il y a une adoption à l'usage qui est toujours compliquée, dans toute innovation, hein, je l'ai vécu dans chaque start-up dans laquelle j'ai évolué. C'est mon métier d'être consultant en adoption digitale, moi, oui, pour le coup, donc je vois bien ce que ça veut dire. Hein. Tu vois bien ce que c'est, c'est vrai que ça... Adopter un nouvel outil, c'est toujours... C'est toujours compliqué. Compliqué, il faut accompagner, il faut beaucoup accompagner. Il faut beaucoup accompagner parce que c'est... Et ce que j'aime, si je reparle de Team for the Planet, du fonds qui nous accompagne, qui nous finance, c'est aussi leur façon de voir les choses parce qu'ils ont contribué à mettre en place le dividende de climat, avec l'ADEME, et notamment c'est 1 tonne de CO2 évitée, c'est un dividende de climat de gagné. Alors au début, il y a quelques années, quand ils se sont développés, qu'ils prévoyaient de faire des levées de fonds juste par des gens qui vont mettre de l'argent, mais en étant rémunérés juste avec un dividende de climat, donc extra-financier, j'avais du mal à y croire. Et finalement, je me suis trompé parce que je vois que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont des valeurs au-delà du juste gagner de l'argent. Bien sûr. Ils ont des valeurs sur l'environnement parce qu'ils ont des enfants, ils ont envie de voir un monde plus propre. Exactement. Et ça, je trouve que c'est bien de capitaliser sur ces valeurs-là parce que ça permet de changer de paradigme et d'avoir une nouvelle vision sur le monde de demain. Et je pense que nous, on y contribue. Par exemple, bon, je vais laisser Alexia parler, mais on arrive d'Inde, par exemple, où on va travailler, on a déjà un terrain qui nous attend et de formidables fondations ou businessmen qui sont des adeptes de notre technologie dans Monomiris, de recyclage des déchets. Mais Alexia, cette bienveillance de dire, mais aussi, il faut accompagner les plus jeunes, les moins jeunes, les plus éloignés de l'emploi, à les former aux nouvelles technologies, du bac -5 au bac +5, pour qu'il y ait justement une adoption à l'usage qui soit facilitée et qu'on puisse massifier nos solutions qui sont impactantes pour l'environnement, sur l'environnement, dans le bon sens, bien sûr. Et donc, nous pouvons y contribuer, même sur la partie des déchets plastiques, qui est une catastrophe mondiale. Et la formation aussi fait partie de notre composante, de notre ADN. En fait, la formation permet aussi d'impacter, d'inculquer, j'ai envie de dire, sur le sens donné à chaque action à mener. Toi, Alexia, juste pour revenir sur la même question, est-ce que l'environnement, c'est arrivé parce que c'était une cause qui te tenait dès le départ ou est-ce que c'était un peu par opportunisme dans ton parcours de commerce inter ? Alors... personnellement, c'est une cause qui, pour moi, est importante. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, c'est presque impossible de ne pas y penser. Mais je pense que c'est également un enjeu actuel. Quand je vois mes copains qui ont été à la même université que moi, ils veillent quand même à ce qu'il y ait quand même ce côté responsabilité environnementale là où ils vont travailler. Je pense que c'est très important, mais pour moi, personnellement, ça l'était déjà. D'accord. Je suis quand même heureuse de pouvoir travailler auprès des startups qui sont dans ce domaine-là, et notamment maintenant avec Monomiris Chemicals, qui est une opportunité extraordinaire, non seulement en France, mais également à l'international. On a un potentiel qui est énorme et la planète entière a besoin d'une solution qui puisse recycler tout type de déchets. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui, malgré le niveau de technologie qui existe en 2025. On ne peut pas tout recycler. C'est un fait en Europe comme à l'international. Et justement, tu parlais de France et d'international. Aujourd'hui, votre activité, elle est principalement où ? En fait, pour
pour te répondre clairement, là, on vient de finir notre phase d'industrialisation, Oui. d'accord, d'embauche, etc. On va, le 21 mai, on a un événement majeur qui est l'inauguration de nos nouveaux locaux industriels, qui vont nous permettre de produire à peu près 4 machines par mois maximum. Et il y aura une démonstration justement de notre machine outdoor qui est sur roue, qui est mobile, pour justement montrer à nos prospects qui seront là de l'utilité et ils sont convaincus pour la plupart déjà, mais ils veulent l'avoir fonctionné. Et donc on aura nos premières livraisons d'ici la fin de l'année. Donc là, on parle d'où? On est où là? Cette usine, elle est où? Elle est à Avelin, donc elle est à près Avelin. de Lille. Donc voilà, c'est ça. On est en France. On est en France. L'international est venu, je dirais, naturellement vers nous, parce qu'aussi il y a la situation géographique de Lille, donc la Belgique. Bien sûr. Donc forcément, on a des clients en Belgique. L'Italie aussi, parce qu'on a un industriel qui a investi dans une start-up, dans une usine de recyclage près de Lille. D'accord. Bon, finalement, on vient sur l'international naturellement, parce qu'il y a aussi cette situation géographique, mais également, à notre surprise, en novembre dernier, on a été invité par le gouvernement indien, tout frais payé, à venir présenter nos solutions lors d'un symposium scientifique et technique, et aussi avec des smart cities indiennes, puisqu'ils ont un objectif d'avoir 100 smart cities d'ici 2030. On en a vu 18, et ce qui leur a permis de comprendre et de voir qu'il y a des technologies, des solutions dans le monde qui pourraient les aider à être beaucoup moins impactants sur l'environnement, notamment sur les déchets plastiques, parce que leurs 3 principales stratégies, c'est la première, valoriser les déchets plastiques et réduire évidemment le stock énorme qu'ils ont de ces déchets-là. C'est également décarboner l'industrie, parce que 80% de leur énergie, et les industries aussi par la même, ils produisent de l'électricité avec du charbon qu'ils importent de Chine. Ça leur pose un problème aussi d'indépendance énergétique. Mais c'est très carboné aussi, on le sent, on a du mal à respirer, on a à New Delhi. Et le troisième élément, c'est développer l'économie circulaire. Et nous, on coche les 3 cases, puisque nos machines, soit on fait de l'économie circulaire, soit on fait de la valorisation de matière pour que cette matière-là puisse resservir dans des nouveaux cycles industriels, soit à la demande, on peut faire aussi de l'énergie, parce qu'on produit un mix de gaz, et ça permet aussi de faire un gaz qui est décarboné, et de ce fait, dans le cadre de cette valorisation des déchets, ça offre une fin de vie aux déchets plus intelligente, on va dire, que l'enfouissement ou l'incinération. Bien sûr. Voilà. Donc là, vous êtes vu comme un partenaire qui va permettre à ces 100 villes d'atteindre l'objectif prévu. C'est ça. De devenir exactement. On Smart intègre City. un programme qui s'appelle le CITIS. Voilà. Je ne vais pas te demander de rentrer dans le détail. C'est ça. Mais qui est vraiment un programme sur l'économie circulaire, des gros financements qui vont nous permettre de nous déployer assez rapidement. Et puis il y a des industriels, des grosses industries indiennes qui nous ont sollicité d'ailleurs, et dont une qui veut cofinancer notre développement et l'accélérer, parce que c'est un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable en Inde. Et puis il y a des fondations aussi. Donc voilà, et après sur le reste de l'international aussi, on a un projet au Chili grâce à la fondation Albert II de Monaco. Hier on était avec la fondation Plastic Odyssée, qui ont un bateau qui bien sûr. Voilà, donc le CIO Simon, on a bien discuté avec lui, et on va pouvoir aussi développer les îles, parce que c'est un gros problème dans les îles, la gestion des déchets, qui souvent ils partent dans des bateaux à l'autre bout du monde. Et nous, on peut, grâce à nos machines, les valoriser sur place, soit en énergie, soit en monomère. Bon, ce serait plutôt en énergie sur les îles, bien sûr. Bien sûr. On prévoit même de faire des petites bonbonnes bouteilles de gaz, comme du propane, pour alimenter le grand public en gaz, tout simplement. Génial. Issu des déchets plastiques, je trouve que ça fait une belle histoire. Carrément. On a un projet aussi au Sénégal avec eux qui est identifié. Donc donc on a un potentiel développement dans le monde qui est acté. On a un projet aussi en Tunisie, sur une zone de franche, avec le gouvernement tunisien. Enfin, c'est une belle histoire qui est devant nous.
Et Alexia même a fait plein de contacts un peu partout dans le monde. Oui. En fait, c'est ça. Toi, ta mission, en fait, c'est de contacter un maximum de personnes et de te faire connaître, en fait, et de faire connaître vos solutions, c'est ça? Oui, et notamment à l'international, sachant que déjà en France, on a un gros potentiel parce qu'il n'y a qu'une petite fraction des déchets plastiques qui sont réellement recyclés, parce qu'il y a un manque technologique, il y a le recyclage mécanique d'un côté, mais on ne peut pas aller au-delà d'un certain pourcentage parce que la matière est complexe, parce qu'elle va être souillée, parce qu'elle est chargée. Donc on est un peu face à plein de contraintes qui aujourd'hui n'ont pas une solution, en tout cas scalable. Donc ça peut fonctionner dans un labo, mais quand on va sur le terrain, industriellement, ça va être beaucoup plus compliqué. Bien sûr. À l'international, dans certains pays, ce problème, il est d'autant plus accentué parce que déjà, ils font à peine la collecte, bien sûr, qui coûte très cher. Même en France, ça coûte cher la collecte, mais après, je vous mets un exemple concret en Inde. Bien sûr. On fait la collecte, mais après, on n'a presque plus d'argent pour faire le tri. Oui. Donc en fait, on se retrouve avec des déchets qui sont un peu mélangés, on ne sait pas quoi en faire, et si on ne peut pas trier, c'est très compliqué après d'aller recycler. Donc si on a un plastique ou un déchet qui n'a pas vraiment une filière pour être valorisé, ou qui n'a pas une réalité économique, on va le brûler ou enfouir. Parce qu'on n'a pas les moyens et personne ne va payer pour ça. Ce qui est compliqué des fois dans le recyclage des plastiques, en tout cas, en fait, c'est le business model qui soit rentable. Et si on n'en a pas un, malheureusement, ça ne va pas être recyclé. Et là, aujourd'hui, vous arrivez avec justement une solution, avec un business model qui permet de répondre à des pays comme l'Inde, par exemple, qui jusqu'à maintenant n'avaient pas trouvé les fonds nécessaires pour le faire, quoi. Dans beaucoup de villes, après, dans l'Inde, on ne peut pas généraliser parce qu'en fait, c'est des États fédéraux, donc ça se passe un peu différemment dans chaque État. Mais oui, dans beaucoup d'États, notamment les États qui sont les villes, en fait, qui sont un peu isolées, qui n'ont pas un centre de tri, ça va être très compliqué. Bien sûr. On a des déchets qui s'accumulent dans la nature. On l'a vu, on était allé en Inde, on voit... Bon, il y a beaucoup de vaches en Inde, c'est pas un mythe. On voit les vaches qui se baladent un peu partout parce que c'est l'animal sacré. J'ai rien contre, mais c'est un peu triste parce que des fois, on voit des vaches ou des singes qui sont en train de manger le plastique parce qu'il y en a tellement partout que la pollution, à un moment donné, elle envahit la nature. Et c'est dommage parce que c'est un très beau pays, mais il y a trop de déchets plastiques. Et donc, comment tu as travaillé ce réseau de partenaires ou comment tu as réussi à détecter des pays ou des structures qui vont faire appel à vous? Alors, on communique beaucoup sur les réseaux. On a une bonne présence ici, dans les Hauts-de-France, mais pour tout ce qui était à l'international, on a travaillé avec la BPI, avec Business France. Donc, on a été aidés des institutions pour aller prospecter à l'international. Et là, le fait d'être justement Team for the Planet, ça vous aide? C'est une aide pour vous dans cette communication, dans ce relais auprès de ces institutions, j'ai envie de dire, internationales et françaises? Oui, c'est vrai qu'ils ont une bonne notoriété. Bien sûr. Team for the Planet. Ils sont quand même 130 000 actionnaires. Donc c'est vrai que ce sont des bons relais de communication aussi. Parce qu'évidemment, dans les 130 000, il y en a qui sont plus spécialisés sur les déchets. Ils connaissent bien les problématiques. Et donc, ça nous aide forcément. Et puis même quand on en parle à l'international, alors qu'ils ne sont pas connus, le fait de les présenter et de présenter leurs valeurs, ça donne de la crédibilité. Parce que, bon, évidemment, comme dit Alexia, on communique, et on bénéficie de soutien comme Business France, l'AFD aussi, l'Agence française de développement, ils sont proches de nous. Donc, du coup, ça aide d'être au plus proche également des pouvoirs des différents pays. Mais quand on travaille avec des fondations, comme Blue Planet, par exemple, qui est une énorme fondation mondiale, le fait de dire que nos associés aussi ont les mêmes valeurs que des fondations... Bien sûr. Bien sûr. C'est pas pareil parce que c'est pas parce que souvent on a la vision du fonds d'investissement un peu requin qui ne cherche que à générer le maximum de profit, alors que c'est le maximum d'impact. C'est un peu alors on crache pas sur les autres fonds d'investissement. Chacun a son business model et sa thèse d'investissement. Mais eux, c'est celle-ci et ça passe bien du coup en communication. Bien sûr. Mais évidemment derrière, comme tu le disais. Comme le disait Alexia, il y a un business model qui doit
générer des profits. Parce que sinon, Bien sûr. si Vous restez malgré tout une entreprise. Oui. Exactement. Et pour nos clients, c'est pareil. Parce que nous, l'avantage, c'est vrai que, comme disait Alexia, on a un marché qui est énorme. Il n'y a que 9% des déchets plastiques qui sont recyclés dans le monde. Bien sûr, bien sûr. On a 23% en France, on est à 35% en Europe. On pourrait arriver Mais à combien, selon vos estimations? Si on faisait le complément du recyclage mécanique avec du recyclage chimique comme notre machine, on peut faire du 100%. On pourrait? On pourrait, bien sûr. On n'a pas de rejet. Bon, j'exagère un peu, on va dire allez, 98%, on pourrait faire. Oui, parce que toi, tu disais malgré tout qu'il y a une partie des déchets qui est quand même difficile aujourd'hui à pouvoir valoriser malgré tout. Mécaniquement, oui. Mécaniquement, d'accord, ok. Mécaniquement, parce que nous, c'est du recyclage chimique. Oui, après, d'accord. dans le recyclage chimique, il y a beaucoup de types de recyclage chimique. Donc après, il faut préciser. Nous, ce qu'on fait, c'est un recyclage ionique. Qui est différent de la pyrolyse, par exemple, ou le recyclage enzymatique. Donc nous, on est dans le recyclage ionique et comme il le dit Olivier, on pourrait arriver à 100% en complément du recyclage mécanique. D'accord. Parce qu'il y a des choses, il y a des plastiques qui fonctionnent déjà très bien aujourd'hui avec le recyclage mécanique, et donc ça n'a aucun sens que nous, on vienne prendre ces plastiques-là, évidemment, alors qu'ils peuvent être recyclés mécaniquement. Mais aujourd'hui, on n'est qu'à 23% en France. Oui, c'est ce que tu dis. Bien sûr, ouais. Et en Europe, moyenne Europe 35%. 35%. Mais en France, en fait, on est en retard, même on paye chaque année 1,5 milliard d'euros d'amende à l'Union européenne pour insuffisance de recyclage des déchets plastiques. Je n'ai pas bien identifié pourquoi et la raison exacte, mais je sais que c'est un problème de collecte et d'organisation. Mais la volonté politique, évidemment, c'est d'améliorer ce taux de recyclabilité. Et nous, on peut y contribuer. C'est vrai que nos avantages, comme disait Alexia, par rapport à la pyrolyse, qui font déjà un bon travail, parce que c'est mieux de recycler via de la pyrolyse que d'incinérer du plastique. Mais nous, on n'a pas besoin d'usine. Nous, c'est le format machine. Donc, du coup, on peut aller poser notre outil directement sur le gisement de déchets, parce que ça fait 5 mètres sur 2,30 et 2 mètres de haut. C'est un petit container, mais qui peut quand même faire 10 000 tonnes par an, ce qui est quand même pas mal. C'est énorme, C'est 2 tonnes heure. Et le plus gros avantage, et c'est ça vraiment l'essence même de l'innovation, c'est qu'on peut recycler tout type de déchets plastiques en mélange. Parce que c'est ça le problème. C'est pourquoi le recyclage mécanique, il ne peut pas aller jusqu'à 100%. C'est qu'à un moment donné, il est bloqué par le fait qu'on ne peut pas tout séparer. Tout à fait. Il y a trop de déchets et on ne peut plus, à un moment donné, les séparer. Puis, c'est vrai qu'on voit beaucoup de reportages quand même sur finalement ce recyclage que... j'ai envie de dire le commun des mortels, le citoyen essaye de faire. Et puis finalement, quand on voit le reportage, on a l'air de se rendre compte que on n'arrive pas trop finalement à bien le faire ou qu'il y a une grosse partie qu'on ne sait pas, en tout cas gérer aujourd'hui, quoi. Dans le côté mécanique, je parle. Oui. Exactement. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, avec un partenaire, Company Project, le CIO, c'est Jean-Baptiste Sandoz, c'est quelqu'un qu'on a rencontré parce qu'avec Alexia ainsi que Maxime, le fondateur de Monomiris, Maxime Lépiné, on est tous des ambassadeurs du pacte climat pour l'Union européenne. Et ça fait des fois des belles rencontres. Et donc un jour, lors d'une réunion à Bruxelles, dans le cadre du pacte climat, on a rencontré Jean-Baptiste Sandoz et on s'est dit, bon sang, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que lui, il est basé à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il gère tous les déchets, la collecte, il fait la réparation des déchets électroniques, il fait tout ce qu'on peut faire, ainsi que évidemment la gestion des déchets et le recyclage mécanique. D'accord. Il est extrêmement performant dans ce domaine-là. Donc complémentaire. Complémentaire. Et c'est pour ça qu'on a décidé, vu que lui, il est déjà en format machine, et il maîtrise bien des petits formats aussi, on a décidé de lancer en Europe la filière mécano-chimique. Parce que nous, on a le format container. Donc ça s'inscrit bien dans une ligne industrielle. Oui, tout à fait. Parce que les autres, si vous faites de la pyrolyse, c'est des grosses usines. Pour 50 000 ou 100 000 tonnes, bon, c'est énorme. On ne peut pas aller installer ça dans tous les gisements de déchets. Alors que nous, on a des déchetteries qui sont clients, on a des sites d'enfouissement, on a des industriels aussi. On a des industriels même qui s'associent ensemble en ce moment pour acheter une machine en commun parce qu'ils n'ont pas suffisamment de déchets, mais en commun, ils arrivent au moins à 3000 tonnes et là, c'est une opportunité. Bien sûr. Donc, du coup, ça nous permettra de développer cette filière, d'être encore plus performants dans le taux de recyclabilité des déchets en France et en Europe. D'où
le fait de communiquer, de faire des podcasts, de faire cette journée du 21 mai de porte ouverte. Il y aura des hommes politiques, il y aura des industriels, des clients potentiels, des fondations qui seront là pour dire, voilà, c'est vraiment ce qui manquait au marché. Maintenant, il faut arriver à la massifier. Ça a nécessité combien d'années de R&D pour arriver à présenter votre machine aujourd'hui? Maxime, c'est 5 ans de R&D, même plus que ça, parce qu'il y a 5 ans qu'il a créé Monoméris, mais en réalité, il avait commencé bien avant. Oui, mais je me doutais. Oui. En fait, il travaillait chez Airbus, déjà, il avait une mission, c'était d'essayer de voir comment on pouvait recycler les déchets de plastique, mais il y a tellement de composantes différentes dans un avion que c'était compliqué. D'accord. Et c'est là où il a commencé aussi de réfléchir sur des solutions qui pourraient permettre de recycler les déchets de plastique en mélange. Voilà, et c'est là où il a trouvé l'idée et qui s'est spécialisé dans ce domaine-là. Mais pendant 5 ans, ça a été un chemin de croix pour lui. Parce que vous, ça vous oblige finalement à trouver des fonds pour développer la machine, à trouver des territoires sur lesquels vous allez pouvoir les proposer. Donc ça fait beaucoup d'actions en parallèle pour être prêt le jour J. J'ai envie de dire, quand les machines sont prêtes, il faut déjà limite que vous ayez vos premiers clients ou en tout cas collectivités, territoires qui vont les utiliser. Ce travail-là, il a été, j'ai envie de dire, facile, ça serait sûrement pas le bon terme à vous poser, mais en tout cas, comment vous avez réussi à tout dérouler, j'ai envie de dire, presque en parallèle pour être prêt pour ce 21 mai, entre autres, à montrer? Disons que le 21 mai, si tu veux, on l'a prévu depuis quand même déjà quelques mois, depuis le début de l'année. Parce que vous saviez que c'était bon. On savait que c'était bon, voilà. Je me doute. Oui. C'était pas la pression de dire là, il nous reste 15 jours. Non, on sera pas prêt, il nous reste encore un tiers de la prod. Non, je me doute bien. Disons que Maxime, pendant ces 5 ans, en fait, ce qu'il a fait, il a cartographié un petit peu l'ensemble des déchets plastiques qu'on pouvait trouver, notamment en Europe, et voir les formulations qu'il pouvait faire avec ces liquides ioniques pour qu'on puisse en extraire le maximum de valeur dans ces plastiques-là, parce que c'est riche en plastique. Vous vous rendez compte, tu te rends compte de tout ce qu'il a fallu faire, d'extraire le pétrole, passer dans l'évapocraquage, séparer les éléments, les gaz. Mais c'est énorme. C'est énorme. Donc on a une valeur ajoutée qui est énorme dans un déchet, et il faut en extraire cette valeur. Voilà, mais la complexité, c'était de trouver les bonnes formulations de sel fondu. Ça, il y a plus de 3000 types de sel, et pour arriver à faire ces formulations-là, ça a été un énorme travail. Et deuxième travail, après, ça a été le prototype, ensuite ça a été le pilote industriel, et là, on arrive maintenant sur la phase d'industrialisation avec nos premiers clients qu'il faudra servir d'ici la fin de l'année. Sur la partie pilote, vous aviez déjà des territoires pour tester? Non, on avait du déchet. D'accord. Voilà. Oui. Parce que l'essentiel, c'est de savoir si le déchet dans le pilote ou dans le réacteur, en fait, soit... En fait, vous avez récupéré des déchets auprès d'usines qui étaient prêtes à vous les fournir, en fait. Des clients qui veulent recycler ces déchets-là, donc ils les amènent... Vous leur avez fait trop plaisir. Ça, c'était facile à trouver. Tu veux du déchet, j'en ai. En fait, il y a les clients, souvent, payent pour extraire leurs déchets. Bien sûr. Ça coûte jusqu'à 500 € la tonne. Mais bien sûr. Alors que nous, dans notre chaîne de valeur commerciale, finalement, on a le client qui nous achète la machine ou qui la loue, parce qu'on a un fonds, un organisme de financement qui peut faire de la location pour nos clients. Et après, nous, on leur rachète les monomères. Donc, on est associé finalement aux clients dans cette chaîne de valeur où il va avoir un ROI rapide, moins de 3 ans généralement. Pourquoi? Parce qu'on leur rachète les monomères produits. Comme ça, lui, il n'a pas le souci de se dire maintenant il faut que je vende du gaz, parce que c'est quand même des monomères, c'est gazeux. Il y a aussi des parties un peu plus de la poudre qu'on peut récupérer aussi, qu'on va vendre. Ça peut être des pigments de peinture qu'on va vendre également. Fait, tout se recycle, tout se récupère, tout se recycle. Mais l'essentiel, c'est quand même du gaz, de l'éthylène, c'est le gaz le plus utilisé dans le monde, qui est à la base un gaz naturel. Mais c'est 220 millions de tonnes par an d'éthylène qui sont utilisées dans le monde. On va passer à plus de 500 millions, puisque ça suit la courbe de production du plastique. Et malheureusement, je dirais que on va passer de 500 millions de tonnes à 1,2 milliard d'ici 25 ans. Et il n'y a pas de solution de remplacement, parce que même les bioplastiques ou autres, c'est pas la panacée. C'est bien pour des micro-marchés,
Mais si vous voulez, on avait fait une étude dans le cadre de l'Union européenne, parce que je suis expert aussi pour l'Union européenne dans le cadre du Green Deal. On avait fait une étude où si on voulait apporter une réponse en fait à la production française en plastique, de les remplacer uniquement par des bioplastiques issus d'algues, il faudrait 3 fois la surface de la France en plantation, en culture d'algues. Ça devient compliqué. Puis on tape encore dans des ressources de la planète. Bien sûr. Sans se rendre compte, peut-être que dans 10 ans, ça va être une catastrophe écologique. On a la chance, entre guillemets, d'avoir un stock de 5 milliards de tonnes de déchets plastiques dans le monde. 5 milliards. On a des technologies aujourd'hui, comme les nôtres, ou comme la pyrolyse, ou il y a d'autres technologies qui existent. Il n'y a pas de concurrents, il n'y a que des partenaires pour moi. Puisons dans ce stock, puisqu'il a déjà été produit, il a déjà son impact sur l'environnement, mais pour reproduire les plastiques de demain, sans être obligé de repasser de nouveau pour extraire du pétrole, passer par la voie pour craquage, consommer de l'eau, parce qu'une tonne d'éthylène, c'est quasiment 2000 litres d'eau gaspillée. Enfin, c'est compliqué. Mais après, on a un besoin. Si la demande mondiale en plastique du jour au lendemain était à 0, ok, on n'a plus besoin de vapocracker, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, bien sûr. Voilà. Alors, c'est ça. La réalité, c'est celle-là. Des fois, je m'insurge contre certaines personnes sur les réseaux qui disent oui, on est des pollueurs parce qu'on fait du recyclage de plastique. Il faut arrêter les usages de plastique, mais sans apporter de réponse. Je suis d'accord, du jour au lendemain. Ça, c'est la plupart. De toute façon, les gens qui râlent, ils râlent sans jamais donner la solution. Oui, jamais. Exactement. Nous, on est là pour essayer d'apporter une réponse à la croissance du marché des plastiques. À une réalité, surtout. À une réalité économique. À une réalité. Voilà. Nous, on travaille en Inde. On commence à travailler en Inde. L'Inde, c'est un des plus gros producteurs mondiaux de plastique. Ils ont un revenu moyen de 300 € par mois. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces pauvres gens? Mais bien sûr. Ils sont 1,4 milliard. Arrêtez de produire du plastique. Tu vas pas leur dire demain, la solution, t'arrêtes. Oui. Moi, si je reprends l'expression que j'ai bien aimée de Olivier Vendel, qui est le président de la Fondation Albert II de Monaco, on a présenté nos solutions, il a trouvé que c'était intéressant, et on lui avait proposé de les embarquer sur un bateau, comme on est en discussion justement avec Plastic Odyssey. Il me dit non, la solution, elle n'est pas là. Attaquez-vous d'abord sur Terre pour recycler le déchet plastique afin d'éviter qu'il aille dans les océans. Oui, il a raison. Il a raison. Et nous, bizarrement, on déplace le problème finalement. On déplace le problème. Et il est très bien parce qu'il a une bonne analyse du marché. Et bizarrement, l'Inde est venue nous voir et c'est le premier contributeur à la pollution des océans. Donc nous, on se sent vraiment encore plus utile là-dessus, mais également utile pour les industriels qui pourront reproduire du plastique décarboné, issu de l'économie circulaire. Et puis, voilà, on fait comme on peut, quelque part, mais on apporte une réponse quand même au marché. Oui. Bien sûr. Concrètement, on était en Inde, et en Inde, il n'y a pas toute la population qui a une voiture. Mais on voit quand même qu'il y a une classe moyenne qui grandit chaque année. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de voiture, leur seul rêve, c'est d'aller dans les grandes villes, trouver un travail en tant que cadre et s'acheter une voiture. Ouais. Donc, on n'en est pas en même stade de la vision des choses, mais on ne peut pas leur dire non, continuez avec vos conditions de vie, vous prenez les transports, notamment dans des villes comme Mumbai, où c'est 3 fois, c'est presque 2 tiers de la France, rien que la ville de Mumbai, donc prendre la voiture ou les transports, je pense que c'est... Oui, non mais... C'est pareil, parce qu'on est coincé dans les embouteillages, mais ils préfèrent quand même être dans la voiture parce que c'est plus confortable que dans le bus. Puis n'essayons pas de leur donner des règles que nous impose, tout simplement parce que déjà chaque pays va à sa vitesse, j'ai envie de dire, et si aujourd'hui ils dépendent de la voiture, c'est une réalité, ils en sont là, et c'est pas la solution de leur dire pas de voiture, on arrête tout, pas de plastique, on arrête tout. C'est pareil pour les plastiques. Exactement. Surtout que c'est des gens qui sont très bienveillants, les Indiens, ils veulent vraiment avancer. Il y a beaucoup d'ailleurs de très bons ingénieurs qui restent dans leur pays avec des salaires qui sont moindres par rapport à ce qu'ils pourraient espérer ailleurs. Mais ils sont attachés à leur pays, ils sont très impliqués et à l'écoute de solutions internationales qui pourraient les aider à avancer. Et puis j'ai envie de dire innovant quand même, parce que vous me parliez de 100 villes
qui doivent devenir smart cities en Oui. 2030, donc c'est demain. Donc Oui. ça veut dire qu'il y a quand même cette conscience-là et Ah, cette envie-là d'y aller. Oui. Et tout à l'heure, on parlait de l'accompagnement que toi, tu prodigues de faire, qui est sur la formation aussi, sur place. Ça consiste en quoi, en réalité, cette envie que tu as d'embarquer des gens sur place autour de... les former autour de ce conteneur, ou en tout cas de votre solution? Oui, alors donc il faut savoir que forcément en Inde, il y a des besoins qu'il n'y a pas forcément en France. Donc nous, en Inde, ce qu'on veut faire, il y aura forcément le côté recyclage, process qu'on applique ici en France, ça va être le même, mais on veut quand même avoir un volet social, c'est-à-dire qu'en fait, le tri, au début, en tout cas, au lieu d'avoir des machines super performantes, on va faire le tri manuel. Ça se fait D'accord. beaucoup en Inde. Il y a quand même il me semble qu'en fait, une personne peut recycler jusqu'à 6 tonnes Mhm. par jour. En tout cas, c'est les chiffres qu'on nous a donnés dans les centres de tri en Inde. Donc nous, on veut embaucher et former ces gens-là également à ce que c'est que le recyclage, finalement. D'accord. Mais également, en fait, créer des emplois à forte valeur ajoutée, notamment dans le domaine de l'ingénierie. Parce qu'en Inde, ça, c'est également une problématique, c'est que des fois, il y a beaucoup d'ingénieurs, mais il n'y a pas assez d'offres avec une forte valeur ajoutée. Bien sûr. Ça, c'est un problème en Inde, mais nous, on veut former notamment autour de tout ce qui est en fait la conception Mhm. des matériaux, de tout ce qui est en fait le tri, le recyclage, et donner un peu cette vision qu'on a ici en France et en Europe. Donc une montée en compétences. Oui. Génial. Oui, c'est ça. C'est quoi aujourd'hui le principal défi? Votre principal défi? Alors, c'est une très bonne question. Enfin, notre défi, c'est de massifier la solution. Alors, pourquoi? Parce que je reviens sur Team for the Planet. Dans quelque part, dans leur thèse d'investissement, ils poussent les startups à se massifier rapidement par quelque chose de simple qui est la licence libre. D'accord. C'est-à-dire qu'on s'engage, eux, ils financent, c'est à massifier notre solution, non pas en faisant une production toujours en France, locale, etc., parce que ça prend du temps, c'est complexe, puis ça a un impact sur l'environnement. Si on produit tout à Avelin et qu'on envoie nos machines à Bali, par exemple, ça fait loin, hein. Et puis l'impact sur l'environnement, il est important en bateau. Donc, et puis, nous, on est limité à un moment donné, parce que si on veut massifier la solution via la France, ça nécessiterait d'investir énormément. En CAPEX, ça serait des usines qu'il faudrait fabriquer, parce que notre demande, on est au début, mais rien que là, si on avait été prêt, par exemple, l'an dernier, que voilà, les premières machines déjà seraient installées, on aurait déjà 15-20 machines vendues. Ouais. Et sans trop communiquer. Ouais. Donc le potentiel est vraiment énorme, parce qu'on a des grands groupes qui attendent à ce qu'on ait livré une première machine, mais il y en a un qui nous avait dit, bon, mais après, nous, c'est peut-être 30 machines. C'est ça. Donc, et nous, on n'a pas la capacité industrielle à faire tout ça. On n'a pas le poids suffisant. Donc, et puis, la volonté aussi du fonds d'investissement, c'est de dire, voilà, on a un transfert de compétences, d'où la réflexion d'Alexia aussi de porter cette formation pour former les gens à l'économie circulaire et à nos technologies et à sensibiliser un peu plus à la cause du déchet plastique. Mais c'est aussi de pouvoir transmettre les clés, je dirais, de la production de notre machine pour qu'elle soit produite sur place avec des licences. Nous, évidemment, on serait associé, évidemment, on gagne un pourcentage sur les ventes, mais au moins c'est produit sur place. C'est pas nous qui faisons la commercialisation. Nous, on garde juste le contrôle qualité et la formulation à la base des sels adaptée en fait à la typologie du déchet plastique. Voilà, pour l'instant, on va le faire en France. Puis si vraiment on se développe, notamment l'Inde, c'est des milliers de machines que l'on a en potentiel. Certainement, on créera notre propre labo en Inde par la suite. En fait, ça serait un peu le programme dans lequel il y a la machine, la formation, le transfert de compétences. Ouais. Mais du coup, si on transfère effectivement ces compétences via une licence d'exploitation, c'est eux qui maîtrisent en fait toute la chaîne de production. Bien sûr. Et c'est pas nous qui la supportons parce qu'on ne peut pas tout faire en France. On n'a pas les moyens.
Mais par contre, si on a déjà, je dirais, quelqu'un, une grosse boîte qui a demandé hier notre nomenclature aux produits, parce qu'ils veulent déjà voir comment ils vont produire nos machines. D'accord. Ils vont vite. En plus, les Indiens, ils ont cette réputation, c'est qu'une fois qu'ils sont convaincus, ils vont vite. Et je peux te dire que depuis qu'on y est allé, c'est tous les jours qu'ils nous relancent, parce qu'on a le 21 mai qui approche, bon, on a d'autres urgences, mais ils sont très moteurs. Ça, c'est bien. C'est vrai que pour le coup, ça doit... Je vais pas dire qu'en France, on est lent, mais c'est vrai qu'on a toujours plus de process, il faut passer plusieurs étapes, il faut avoir plusieurs rendez-vous. Effectivement, ça doit changer un peu les process et le planning de passer avec des pays qui, dès qu'ils sont convaincus, allez, hop, on y va, quoi. C'est ça, Donc ça, c'est un gros défi. Et ça, c'est un défi. C'est un défi parce qu'il faut, à nous d'être suffisamment compétents et avoir les équipes aussi parce qu'on va continuer de recruter, parce qu'on va avoir besoin de se renforcer pour justement passer le cap de cette licence. Parce Bien que sûr. C'est facile à dire, on va faire de la licence. Mais... C'est que quand tu fais de la licence, tu as besoin d'autres personnes qui vont gérer aussi cette partie-là. Exactement. Une fois qu'ils sont autonomes, ça va, mais au début, ça va être beaucoup de travail. Mais c'est un défi parce que nous sommes mesurés aussi sur l'impact par rapport au fonds d'investissement. 1 tonne de CO2 évité, c'est un dividende de climat de gagner. Donc, plus le fonds il est mesuré aussi par rapport à l'AMF sur ses résultats par rapport aux dividendes générés climat. Oui. Donc du coup, eux ils poussent à cette massification parce qu'ils savent que pour nous, une machine, c'est jusqu'à 40 000 tonnes par an de CO2 effacé. Bien sûr. Donc plus on aura de machines vendues dans le monde, plus il y aura d'impact et plus ça va générer des dividendes de climat. Mais c'est une boucle intéressante, une chaîne de valeur qui est très motivante. Ça me fait poser à 2 questions. Déjà, est-ce que le contexte géopolitique actuel et économique vous pousse aussi à aller sur d'autres territoires parce que ça peut être un peu plus long ou complexe ici ou en Europe aujourd'hui? Ou est-ce que ça vous a obligé à vous retirer de certains pays de par le contexte? Et je vais déjà vous poser cette question-là déjà, avant de vous poser la prochaine. Je vais y répondre, après je te laisse aussi la parole. Mais on a le contexte géopolitique, il nous porte plutôt. Je prends un exemple concret. Dans les D3E, dans les déchets d'équipements électroniques, on peut trouver des matériaux rares qui sont classifiés par l'Union européenne. Et je prends l'exemple de l'antimoine. L'antimoine, par exemple, c'est utilisé dans l'armement. C'est une poudre quand même qui est relativement efficace, qui est importée de Chine. Mais de Chine, lié à son marché intérieur qui explose, ils ont verrouillé le marché et aussi ils veulent servir les Américains en premier lieu. Donc ça, c'est une des conséquences de la problématique géopolitique. Donc, le prix, il est passé de $7 000 à $55 000 en 6 mois. Et toute l'Union européenne et la France se posent des questions à savoir comment on peut être un peu plus indépendant par rapport à ces terres rares ou ces matériaux rares. Donc nous, on peut apporter une réponse. Par exemple, à l'antimoine, mais on peut en trouver autre chose. J'ai pas tous les éléments en tête. Dans le recyclage, justement, parce que tu vas pouvoir en récupérer, c'est ça? Voilà. Ce matin, on discutait justement avec un Allemand ou Belge, enfin bon, peu importe. Et il travaille justement dans ce domaine-là pour extraire les matériaux rares. Et notre technologie les intéresse en particulier pour les D3E. Voilà, donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Voilà. Et par ailleurs, il y a autre chose par contre qui nous... c'est pas lié au contexte géopolitique, mais c'est plutôt lié au contexte réglementaire français. On a une réglementation qui est très complexe en France. Je prends un exemple pour notre technologie, elle permet de recycler du déchet, donc on doit avoir une autorisation. Mais également, on produit du gaz, on doit avoir une autre autorisation. Et ça prend à peu près 18 mois. Ah ouais. Alors, soit les clients, ils sont déjà équipés comme un site d'enfouissement, ça va plus vite. Mais si ce sont des industriels, ça met 18 mois. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi en Belgique, ça met 3 mois et demi. La même chose. Parce que la France, en fait, on infantilise quelque part, on n'a pas confiance aux industriels. Donc, d'abord, on blinde tout, on regarde, il faut faire intervenir aussi des cabinets spécialisés, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Enfin voilà, il y a toute une réglementation et tout un tas de règles à respecter.
alors qu'on a l'intention de les respecter, bien entendu. Et c'est ce qu'ils font la Belgique. Eux, d'abord, ils disent, OK, vous pouvez, on sait que vous allez, qu'on va être contrôlé au bout d'1 an, mais si l'entrepreneur n'a pas respecté la réglementation, il a 3 mois pour s'adapter. Si au bout de 3 mois, il ne s'est pas adapté, après, il y a une fermeture. Mais je trouve que c'est mieux parce que on fait et on vérifie, quoi. On fait et on vérifie. Alors qu'en France, c'est d'abord... On vérifie, on vérifie, on vérifie, oui, on vérifie, on vérifie. On vérifie si on n'est pas des fous, puis après, OK, on fait, on peut y aller. Mais... Et seulement, comment expliquer ça des fois à des investisseurs bien sûr. où il faut attendre 18 mois. Si en plus, il y a des infrastructures à construire, je ne sais pas, une dalle, une autorisation de permis de construire, ça va prendre 6 mois de plus. Mais bien sûr. Donc, on va prendre 2 ans. Voilà. Et ça te change tout ton projet. Ça change tout le projet. En Inde, alors certes, l'Inde, il souffre tellement de déchets plastiques qui sont beaucoup plus pragmatiques. Mais quand je leur ai posé la question, c'était au mois de novembre, quand on avait été invité à des très grands groupes, quelle est la réglementation, voilà, pour avoir une autorisation à traiter des déchets, combien il vous faut de temps, par curiosité. Mais chaque fois, on m'a répondu, en me regardant comme si j'étais un être bizarre. De quelle autorisation? Mais on fait les choses bien, on traite les déchets, pourquoi demander des autorisations? Il y a quand même une réglementation, notamment sur les D3E et tout. Ils font pas n'importe quoi. Mais ils sont beaucoup plus pragmatiques pour avancer sur les choses. Là, je parle d'un terrain, par exemple, que la commune de Panaji va nous donner. Ils font tous les travaux pour accueillir notre machine. Ils prennent tout ça en charge. Et je leur ai demandé combien de temps il va falloir. Ah, mais nous, dans 1 mois... C'est fait. C'est fait. Non, mais le terrain, là, il n'y a rien. Enfin, c'est des talus, il n'y a rien. Oui, c'est une future zone industrielle. Il n'y avait rien. Voilà, mais... Sauf que, bon, après, ils sont nombreux, ils ont les infrastructures, et puis ils sont là pour aller vite, parce qu'ils sont tellement nombreux, et la population continue d'augmenter. Et l'urgence, elle est telle qu'ils sont efficaces. C'est ça. Voilà. Donc, en France, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc, j'aimerais qu'on a... Alors, je sais que là... Les nouveaux gouvernements, enfin Madame Pannier-Runacher, je sais qu'elle a un objectif pour améliorer et réduire la complexité administrative et notamment réduire les délais. Ça fait partie de leurs objectifs. D'accord. C'est aussi dans les mains du préfet qui, lui, a la possibilité aussi d'assouplir. Mais c'est compliqué, chaque fois, il faut demander au préfet pour une autorisation. Nous, on veut se massifier. Ça serait bien de statuer tout de suite. Il faut statuer. Nous, on est une société, certes, après, c'est du gaz qui est en sortie, mais ce gaz-là, dans tous les cas, tout le monde l'utilise. C'est l'éthylène. Il s'agit juste, voilà, qu'un contrôle qualité, je dis pas sur la machine, une fois qu'elle est installée. C'est ce que j'allais dire, en fait, voilà. Tu le fais une fois, si la machine, elle a été... Si elle est passée, j'ai envie de dire, ça doit éviter toute auto-autorisation, voilà. Quoi. Mais c'est ça. Mais pourquoi il y a cet amont qui est très, très, très long, trop long pour nous permettre de nous massifier en France et surtout de permettre à la France de mieux recycler son déchet plastique. En plus, on est là, on est un peu patriote aussi, on a envie de servir notre pays je me doute, ouais, bien sûr. Mais seulement, c'est un frein. Et pour certains clients, c'est un frein aussi. Ils se disent, ah oui, c'est long, il va falloir encore faire de l'administratif, remplir des papiers. Enfin, ils disent que c'est plus simple pour eux de l'envoyer à l'enfouissement ou à l'incinération. Voilà. Donc, ouais, c'est là où ça pose problème. Et c'est là ça pose problème. Moi, j'ai envie qu'on soit efficaces tous ensemble. C'est pour ça que le 21 mai aussi, je vais un peu communiquer là-dessus. C'est une tribune aussi un peu politique, parce que pour dire, voilà... allons-y tous ensemble, enfin voilà, bien sûr. Soyons plus efficaces, parce qu'on est là pour faire du bien dans l'environnement, on est là pour contribuer à payer moins d'amendes à l'Union européenne, parce qu'on a des solutions qui sont là aujourd'hui. Faites-nous confiance. Oui, ça n'a pas de sens en fait. Quand on y réfléchit bien, ça n'a pas de sens. Oui. D'un côté, on paye des amendes, de l'autre, on n'investit pas là où il faut. C'est vrai que ça doit être parfois un peu déroutant. Voilà. Quoi. Et on met des freins pour installer des solutions finalement qui sont là pour faire du bien. On n'est pas là pour détourner quoi que ce soit ou aller brûler le gaz en plein champ. C'est pas notre ADN. Donc voilà, donc c'est un peu... ça, c'est une contrainte. Voilà. Ouais. C'est pas lié au contexte géopolitique par rapport à ta question initiale, mais c'est une contrainte réglementaire qui est forte en France et qui est malheureusement pas harmonisée en Europe. Pourquoi l'Europe Oui, mais comme plein d'autres sujets, hein, d'ailleurs, on se demande pourquoi parfois on n'est pas sur un modèle européen qui permet de suivre la même mouvance, j'ai envie de dire, et les mêmes règles. Oui, exactement, ouais. Pourquoi ça marche? En Hollande, c'est pareil. Aux Pays-Bas, c'est 3 mois et demi, 4 mois. Donc bon, ça va, ça c'est gérable. C'est le temps de toute façon, j'ai envie de dire, de monter le projet avec ton partenaire.
C'est ça, exactement. Ouais. Donc, bon, voilà, après, c'est ça. Mais là, il y a des freins. Ça représente un frein pour nous, pour notre développement national. Ouais. Tu vois d'autres choses à ajouter sur ce contexte? Je suis complètement d'accord. Et d'autant plus que quand on est une start-up et qu'on doit attendre 1 an et demi pour commencer à produire, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que si on n'a pas de rentrée d'argent dans notre produit, ou qu'on n'a pas à notre site, au début, faire de l'industrie, si on n'a pas les moyens nécessaires pour attendre 1 an et demi, c'est très compliqué. Et il y a beaucoup de scientifiques ou ingénieurs qui décident de ne pas faire de l'industrie parce que c'est impossible. Si on n'a pas des gros moyens pour rentrer et attendre, surtout attendre au début, si on a besoin de cette autorisation, parce qu'on n'en a pas toujours besoin, il y a d'autres activités qui n'en demandent pas. Oui, non, mais tout à fait. Le recyclage des déchets et la production de monomères, forcément, il n'y en a pas qu'une, mais plusieurs autorisations à demander. Et ça, c'est très compliqué et ça stoppe l'innovation. Et donc là, dans ces cas-là, c'est le fonds d'investissement qui vous permet de pouvoir attendre. Oui, mais ça dure pas non plus. Non, mais c'est pour ça que je pose la question, c'est qu'effectivement... Mais ce cycle-là, il va pas pouvoir le financer. C'est pour ça qu'on doit vendre à l'étranger aussi. Ouais. En fait, c'est pour ça que tu es obligé de te tourner aussi vers l'international. Oui. Parce qu'en France, c'est trop long, il y a trop de freins et trop d'incertitudes. Et donc du coup, l'international vient vers nous et c'est tant mieux. Là, il y a l'Inde qui est bien partie. Il y a un autre territoire sur lequel vous avez de potentiels beaux projets. La Tunisie. La Tunisie, c'est ce que tu disais. Ouais. Oui. Parce qu'on a une ambassadrice du Pacte Climat, encore une fois, qu'on a rencontrée à Bruxelles. Très beau réseau, j'ai l'impression. Hein. Ouais, oui, c'est vrai que des fois, on est un peu dubitatif, parce que c'est vrai que pour certains, ils sont trop dans leur micro-environnement, et nous, on est plus dans l'industrie. Mais globalement, quand même, ça permet de générer de bons contacts. Et vous n'êtes pas vu justement comme les industriels qui viennent sur un territoire un peu... Ouais. C'est ça, on est un peu vu comme... Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont là pour respecter la fauvette sauvage dans le champ. Et c'est vrai que des fois, on a du mal à se comprendre. Et puis comme ils ne connaissent pas l'industrie ni le plastique, pour eux, ils se disent « Mais non, mais utilisons le verre et du jour au lendemain, arrêtons d'utiliser du plastique, on est fous ». Sauf que si on faisait que du verre, on n'aurait pas assez de silice et ce serait une catastrophe encore plus importante sur le plan environnemental. Oui, puis c'est ce qu'on disait finalement tout à l'heure, c'est que là, vous êtes en format industriel, mais au service d'une cause qui est importante, puisque vous avez une solution à un fait réel qui est le déchet. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas l'industriel la bête noire que tout le monde voit. Enfin, d'ailleurs, je comprends pas toujours pourquoi on dit ça, mais bon, bref. Mais en tout cas, oui, donc déjà pas évident d'arriver dans ce réseau en tant qu'industriel, et finalement, ça a quand même permis d'avoir plein de portes qui s'ouvrent. Et un peu de tous les horizons, parce que Sherazade Zeter, je cite, c'est une femme formidable qui est universitaire, en fait, mais elle se bat sur la cause des déchets plastiques depuis très longtemps. Mais elle a écrit un livre, d'ailleurs, sur sur la mafia du plastique. Parce qu'il y a vraiment tout un business qui se fait en parallèle sur les déchets plastiques. Et elle est d'origine tunisienne. Et donc, la mafia italienne, justement, envoie énormément de déchets plastiques en Tunisie. Comme ça, ils font un énorme business là-dessus. Et déjà que les Tunisiens, sont des gens qui consomment beaucoup de plastique. Bien sûr. Ça génère un goulot d'étranglement énorme là-bas. Et ils se noient autant que les Indiens sur le déchet plastique. Du coup, on intègre un projet de zone franche du plastique dans une zone proche de la pétrochimie justement tunisienne, avec le gouvernement et Sherazade qui en est à l'initiative. Et de ce fait, ça nous permettrait d'apporter une réponse aussi très intéressante, puisque on pourra apporter avec notre partenaire, la compagnie Project, Jean-Baptiste Sandoz, le développement un peu plus structuré sur cette zone franche du recyclage mécanique, et le complément, c'est-à-dire à peu près 70%, notre solution de recyclage chimique. D'accord, ah oui. Voilà. Et à côté, on envoie notre mix de gaz à la pétrochimie tunisienne, qui vont en extraire l'éthylène pur pour ensuite être réutilisé par les polyméristes,
Mais pas que, parce que l'éthylène, c'est utilisé également dans la production de médicaments, de cosmétiques, pour des réfrigérants. C'est ce que tu disais, ouais, tout à fait. Il y a plusieurs usages. Je te dis, c'est le gaz le plus utilisé dans le monde, mais pas que pour du plastique. Mais nous, c'est vrai que on préfère éviter l'extraction de pétrole pour refaire du plastique, parce que c'est vraiment ça qui pose un problème sur le plan environnemental aussi, et d'en refaire avec de l'éthylène circulaire. Et tous les industriels recherchent de l'éthylène circulaire, issu du recyclage du plastique. Après, évidemment, on n'est pas, nous, des producteurs de plastique. Évidemment, le plastique, ça génère des microplastiques qui sont ingérés, qui vont dans les océans, etc. Oui. Mais à nous d'être suffisamment bons et être suffisamment efficaces aussi pour éviter justement que ces plastiques-là aillent dans les océans. Oui, et comme on disait tout à l'heure, tu ne peux pas non plus régler tous les problèmes, j'ai envie de dire. C'est déjà un gros problème de régler. Il y a des choses sur lesquelles... Déjà, on apporte une solution. Exactement. Oui. Et sachant qu'avec ou sans nous, la production de plastique, elle va continuer. Elle est quand même là, oui, bien sûr. Donc, autant d'apporter une réponse à un problème qui est déjà existant. Exactement. Et qui va croître dans les années à venir. Ouais. Tu parles de croître, pardon. Justement, dans ce sens-là, je crois que c'est toi, Olivier, tout à l'heure, qui parlait de l'expansion de la structure, puisque là, vous allez avoir besoin de plus de monde. Vous pensez à recruter combien de personnes, là, sur Avelin? C'est un gros recrutement? Non, sur Avelin, d'ici le milieu d'année prochaine, on sera une 20aine. D'accord. Voilà. Après, il faut dire que on n'intègre pas toute la production. Par exemple, il y a beaucoup de chaudronneries dans notre technologie, des cuves, les compartiments, la partie gaz, etc. Donc on sous-traite tout dans des entreprises locales. On fait travailler les chaudronniers autour de l'île. C'est super. Et on continuera de faire ainsi parce que c'est moins un circuit court, etc. Donc on crée de l'emploi indirect aussi. Évidemment, bien sûr, et l'économie locale. L'économie locale. À travers la structure. Parce que je ne trouve pas utile que nous, on intègre en interne la partie chaudronnerie. Ce n'est pas notre cœur de métier. Ce n'est pas votre cœur de métier. Et ça ne va pas être du pérenne, j'ai envie de dire. Puisque c'est à un moment donné où tu en as besoin, mais tu n'en as peut-être pas besoin tous les jours d'avoir tout. Nous commande une machine. Exactement. Il y a ça aussi, oui, bien sûr, surtout au démarrage. Après, une fois qu'on sera en régime de croisière, on aura 2 machines par mois. Pas forcément besoin au quotidien. Oui, mais seulement après, ce n'est pas au quotidien. Et puis, voilà, c'est une question aussi d'investissement. Il y a des machines spécifiques, des formations spécifiques, parce que c'est difficile aujourd'hui aussi pour trouver des chaudronniers et des ingénieurs aussi, etc. Il y a l'équipement aussi. Il y a l'équipement. Il faut investir. C'est quand même des gros capex si on veut tout faire. Ce n'est pas forcément un bon choix stratégique. Quand on est une petite structure. Bien sûr, tout à fait. Il faut faire les bons choix dès le départ parce qu'on peut le regretter. Et toi, justement, Olivier, tu parlais de ton passé de financier. Aujourd'hui, la donnée extra-financière est je vais dire à la mode, mais c'est pas le bon terme, mais en tout cas, elle est d'actualité. Principalement dans les grands groupes, mais j'espère demain pour tous. Est-ce que tu as aussi ce regard-là d'accompagnement de tes clients potentiels sur comment valoriser cette donnée extra-financière dans leur compte? Oui, bien entendu, parce que déjà, dans Climatopolis, dont parlait Alexia tout à l'heure, c'est une de nos expertises, notamment dans la région de PACA, puisqu'on habitait Cannes. C'était vraiment, on était experts référencés auprès de la région PACA pour accompagner justement les clients, plutôt les PME, dans la prise de conscience de leur stratégie RSE. Exactement. Et que les énergies renouvelables, par exemple, ne sont pas simplement un coût, ça peut être une rentabilité dès lors qu'elle est bien identifiée, mesurée, et qu'il y a plein de solutions dans l'éco-conception, dans la gestion de l'eau, qui peuvent être très performantes, même si ça génère des investissements. Le ROI peut être assez rapide. Et puis il y a des subventions aussi qui existent. Exactement. Et c'est pour ça que je te pose la question, puisqu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, finalement, derrière votre structure et votre activité, pour moi, il y a un vrai travail de sensibilisation en fait, à cette donnée extra-financière et comment on peut la valoriser, en fait. Et principalement sur ces PME dont tu parles, qui sont peut-être moins armées, moins formées, moins acculturées à cette donnée extra-financière, en fait. Ça.
Exactement, parce qu'il y a une prise de conscience justement qui doit être développée auprès des PME qui sont nombreuses en France. Le tissu industriel, c'est surtout des PME. Principalement des PME, oui, exactement. Donc du coup, oui, on a un rôle intéressant à jouer dans ce cadre-là. Parce que y a toute une chaîne de valeur à construire. Il n'y a pas que l'extra-financier, mais il y a aussi les crédits carbone. Oui, non, mais tout à fait. Donc nous, on va être éligible au crédit carbone. On doit juste attendre que la première machine soit installée chez notre client Baudelais, dans les Hauts-de-France. Pour pouvoir l'auditer, c'est ça? Exactement. Et à partir de là, eux pourront en bénéficier aussi, forcément. Mais selon la typologie des déchets, etc., mais si on est au minimum à 1,8 tonne pour 10 000 tonnes, ça fait quand même 18 000 tonnes de crédit carbone que l'on peut utiliser et valoriser. Ça peut être assez intéressant pour des clients. Ah bah c'est sûr. Ouais. Donc ça aussi, c'est un bon outil de massification de la solution. Exactement. Ouais. Donc là, ça va être aussi un bel élément. Mais par contre, pour revenir à ce que tu disais, on fait partie intégrante des stratégies RSE. Et c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de grands groupes qui viennent nous voir. Je prends l'exemple du groupe Arémon que je peux citer. Ils sont en train de mener une réflexion pour acheter notre machine en commun parce qu'ils n'ont que quelques centaines de tonnes par an. Mais ils veulent éviter l'incinération. Parce que ce sont des gens qui sont bienveillants sur le plan environnemental. Je ne dis pas ça parce que ils sont venus nous voir, qu'on a une bonne entente avec eux. Je sens que c'est intégré dans leur démarche. Bien que certains vont dire oui, ils produisent des composants pour les véhicules en plastique, mais c'est leur métier et il est respectable parce que ça permet de produire des voitures dans le monde. Mais par contre, à toute leur étape de la production, ils font attention à l'éco-conception, ils font attention à ne pas trop consommer d'énergie, développer les énergies renouvelables et ils veulent aussi recycler 100% de leurs déchets. Oui, il y a toute une philosophie et une valeur derrière. Voilà, et beaucoup de grands groupes sont dans cette dynamique. Bien sûr. Et c'est pas simplement du greenwashing comme certains peuvent le dire. Et c'est bien de le répéter parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de greenwashing, que finalement derrière tout ça, il ne se passe pas grand-chose. Et toi, tu me dis que finalement, non, il y a quand même pas mal de groupes qui sont bien sensibilisés et qui ne font pas de greenwashing et qui font vraiment de belles actions malgré tout. Exactement, oui. Et ils ont des moyens, ils les investissent pour cela. Et c'est important. Et ils savent que ce soit les actionnaires ou l'environnement, il y aura toujours des gagnants. Mais en fait, pour certains, je trouve qu'on a peut-être un équilibre qui commence à se démontrer. C'est-à-dire que dès lors que l'environnement est gagnant, l'actionnaire pourra en gagner d'autant plus parce qu'il y aura d'autres valeurs Bien sûr. qui sont mises en avant grâce à cela. J'ai une question pour toi, Alexia. Tu m'as dit que tu avais 31 ans. Oui. Je n'aime pas insister sur l'âge, mais c'est juste pour dire que, en tout cas, dans ta trentaine, tu es pas à la tête, mais en tout cas, tu as dans tes mains, en tout cas, un très beau projet. C'est comme ça que tu voyais les choses? Tu l'aurais imaginé il y a quelques années en arrière? Non. Non, mais moi, tous les jours, je suis émerveillée par ce projet parce que on voit que le potentiel de ces projets, tous les jours, on en apprend. On en apprend et on voit qu'en fait, on peut traiter tellement des choses et l'impact qu'on peut avoir en France, mais également à l'international, il est incroyable. Parce que, comme il a mentionné Olivier, au final, c'est pas que les plastiques. Parce que quand on dit plastique, on pense vraiment à l'objet en plastique. Bien sûr. Mais on peut recycler également des liquides, des huiles alimentaires, on peut recycler des textiles. Il y a énormément de choses qui aujourd'hui... C'est vrai qu'on pense toujours plastique, toujours, en fait, c'est vrai. n'ont aucune solution, mais quand on voit la liste de tout ce qu'on peut recycler et l'impact qu'on peut avoir à l'international, je me sens émerveillée. C'est quoi pour toi ta prochaine étape dans cette structure pour toi? C'est de voyager, c'est d'aller voir d'autres territoires, Oui, pour moi, le but principal, c'est de massifier la solution. Ouais. Là, aujourd'hui, on a commencé avec l'Inde, on a un projet également au Chili, parce qu'il y a le désert d'Atacama,
où c'est la poubelle du monde pour tout ce qui est textile. Donc, c'est quand même une grosse problématique parce que c'est quand même un des endroits les plus, je dirais pas hostiles, mais je veux dire, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas d'eau, on est vraiment en plein milieu de la nature, donc c'est compliqué d'aller installer une industrie là-bas. Donc, c'est Bien pour sûr. ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué en fait d'aller traiter, recycler tous ces vêtements qui sont là-bas. Et ça s'accumule. Donc, on a des projets au Chili parce Génial. qu'on peut également recycler les vêtements. Ça, c'est un des produits qu'on peut faire. Donc, oui, mon but, court terme, moyen terme, c'est de massifier la solution autant que possible dans le monde. Génial. Génial. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour le 21 mai? Une belle journée. Je crois qu'il va faire beau. Voilà, tu vois, ça, c'est le premier élément. c'est mon point météo du jour, il va faire beau. Voilà. Parce que quand on vient de la Côte d'Azur, n'est-ce pas, on a pu voir une certaine différence. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à Avelin? C'est ça aussi que je voulais vous demander comme question. Monoméris. Oui, ce beau Simplement. projet. Parce D'accord. qu'on est dans le Climatopolis, les bureaux sont siègent à Paris, mais on était, nous, installés dans le sud. C'est ce que tu disais, Voilà, ouais. puisque pour se répartir, on en a sur Toulouse, notre associé sur Paris, donc on s'était un peu réparti les territoires. Puis moi, ça s'entend mon accent. Moi, je suis de Toulouse, à la base. Et puis, sur la Côte d'Azur, ça nous permettait aussi de travailler avec l'Italie, la Slovénie. Ah, je croyais que tu allais dire d'avoir des bonnes conditions de vie. Non, oui, aussi. Il y a un côté différence de température, en effet, oui. Non, mais effectivement, côté- là, tu es plutôt sur l'Italie, effectivement. Oui, Mm. Italie, Slovénie, etc. Donc, on a pas mal de contacts là-bas. Avec Monaco, on travaille aussi pas mal. C'est ce que tu Donc, disais. Ouais. donc on reviendra également dans le sud. Là, c'est qu'on est venu avec Alexandre en tant qu'investisseur Ouais, et d'accord. associés tous les deux dans Monoméris. Donc du coup, il fallait qu'on soit là au quotidien. Bien Parce sûr. que c'est l'étape d'industrialisation, et du début de la commercialisation, c'est pas simple non plus, hein. Et les embauches, etc. Non, ça a été une belle aventure. Et puis après, une fois que les premières machines seront livrées, voilà, on va se répartir différemment les territoires. D'accord. Mais par contre, le 21 mai, pour revenir à... Déjà, j'espère qu'il fera beau, oui, en effet. Et ensuite, on aura du monde, à peu près 80-90 personnes. Beaucoup de clients potentiels, donc espérons qu'ils soient séduits encore plus et qu'ils signent des bons de commande rapidement. Bon, pour certains, je dirais que pour la plupart, disons déjà commencé une démarche commerciale, c'est-à-dire que la première démarche, c'est d'envoyer des échantillons de déchets. Ouais. Donc tous ceux qui viennent en fait, la plupart déjà envoyé des échantillons. Donc, Ils ont certains, déjà fait partie de cette version pilote dont on parlait tout à C'est l'heure ça, ouais. avec l'envoi Ouais. de leurs déchets. Ouais. Ils ont même, pour certains, à l'étape numéro 2, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé plusieurs centaines de D'accord. kilos. Donc là, ils payent pour ça. D'accord. Donc quand un client commence à payer, c'est qu'il est intéressé. Oui, par la non, mais suite. on est d'accord. Oui. Voilà, ils vont pas mettre 3005 ou 8000, ça, c'est entre ces valeurs-là pour la partie vraiment test en volume Mhm. des déchets. Bon, c'est quand même déjà des grosses sommes. Bien sûr. Ils font pas ça juste pour nous faire plaisir. Pour voir. Pour voir, voilà, oui. Tu sais, C'est ça. on n'est pas au poker. Oui, c'est ça. Après, deuxième élément, ce que j'attends du 21 mai, c'est qu'il y ait une certaine écoute politique par rapport Ouais. au contexte réglementaire. Bien sûr. Voir ce qu'on peut faire par rapport à cette filière mécano-chimie que l'on souhaiterait développer. Des warnings. Voilà, et voir tout ce qu'on peut faire pour tous ensemble avancer. Pas simplement, comme je disais, moi je parle souvent d'un concurrent qui n'en est pas un, qui est Bobine par exemple. Ils font de la dépolymérisation aussi. Voilà, pour moi, c'est pas des concurrents, ce sont des partenaires. C'est avec eux que je veux travailler. Oui, c'est ça, c'est ce On que a, tu disais tout à l'heure, voilà. la complémentarité. On a une complémentarité. La pyrolyse, c'est pareil, c'est déjà bien, ils font ce qu'ils peuvent, il y a des contraintes, mais c'est bien. Déjà, ils ont une volonté de dépolymériser, de traiter le déchet plastique. C'est tous ensemble qu'il nous faut avancer. C'est une filière qui doit être forte, qui doit être de plus en plus industrielle. L'économie circulaire doit être de plus en plus industrielle. Bien c'est sûr. un message que je veux faire passer. On parle de réindustrialisation de la France. Voilà, on a des solutions qui le permettent d'être efficaces, mais il faut l'être tous ensemble. Le politique, Exactement. les territoires, les grands groupes, les PME et les recycleurs qui sont là en attente d'être eux aussi plus efficaces. Donc c'est ce que j'attends, moi, le 21 mai.
Bon, je vous appellerai pour savoir si vous avez eu tout ça. Mais tu es la bienvenue, le 21 mai, justement. C'est gentil, merci beaucoup. On l'avait dit à Nicolas, mais qu'il n'a pas pu être présent, mais si tu veux venir, c'est avec grand plaisir. Ouais. Merci. En tout cas, merci d'avoir été là pendant cette heure d'échange. Merci à toi. Ça a été un plaisir de parler déchets, de parler recyclage, mais surtout d'en apprendre beaucoup. Oui. Moi, ce que je retiens, c'est que 23% seulement et que le chemin reste long et que vous avez une solution pour le permettre. Donc, c'est important de l'entendre. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci, à bientôt.